Louis. Un petit peu avant Noël, j'étais dans la rue avec une amie et elle me parlait de son programme de la soirée. Elle avait un projet assez ambitieux, une recette de boudin noir dans une feuille de brique, si j'ai bien compris. On parlait donc boudin très sérieusement quand une femme qui était juste devant nous s'est retournée et nous a dit « Oh là là, moi j'adore le boudin !» On a acquiescé fort, pas de débat là-dessus. Puis on a pris quelques minutes toutes les trois pour comparer les mérites respectifs du boudin noir et du boudin blanc au barbecue ou à la poêle. Elle a tourné à gauche environ 1 minute 30 plus tard et on s'est regardé avec mon ami en se disant que vraiment quelle joie de parler boudin avec une inconnue. Et pourtant moi à sa place j'aurais pas osé me retourner pour m'incruster dans une conversation. En anglais, pour évoquer ce genre d'échange, on parle volontiers de small talk. En français, on dirait échange de banalités, même si je vous vois venir, parler de boudin, c'est quand même déjà assez sophistiqué. Le mot banalité dit bien la connotation négative que ça peut avoir. Parce que quand on évoque des sujets sans enjeu ou sans importance, ou même pire la météo, certains d'entre nous peuvent avoir l'impression de perdre leur temps. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait du small talk ? Et pourquoi est-ce que c'est si éprouvant parfois de se lancer dans ces petites conversations alors qu'on peut en ressortir vraiment heureux ? Je suis Marie Misset. Bienvenue dans Émotion. Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça me fait rire, ça me fait rire. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, et j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi ? Mais je suis à fond. Émotion. 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 Si moi j'aime bien le small talk, je me suis rendu compte assez vite que c'était pas un sentiment partagé de tous. J'ai notamment écrit à l'auteur et journaliste David Castello-Lopez. Je partais pas de nulle part, hein. Il a un super podcast que je vous recommande qui s'appelle Small Talk. Et en fait, lui, il aime pas trop ça. Le small talk dans la vie, je sais pas si ça me fait peur, parce qu'il faut quand même réserver le mot peur à des trucs qui sont vraiment effrayants, mais ça me déplaît, ouais. Ça me déplaît à cause de l'absence totale de sincérité qu'il y a dans le small talk. Quand on dit « Ah bah t'as vu, il fait pas chaud en ce moment ». Bon qu'est-ce qu'on s'en fout de la réponse, on s'en fout de ce qu'on dit, enfin voilà. C'est pas sincère et ça ne crée pas de bons rapports humains. C'est juste une espèce de petit lubrifiant social qui, s'il n'existe pas, rend les conflits plus probables. David a l'impression de perdre son temps dans des rapports humains qui ne sont pas authentiques, qui sont superficiels. Et un message de mon ancien colocataire Martin me rappelle aussi à quel point ça peut être une source d'anxiété pour certaines personnes. Le small talk, ça va de c'est compliqué à c'est très angoissant. Pourtant, j'ai un exemple en tête de quelqu'un qui est une sorte de roi du small talk pour moi. Et pour qui ça semble être un véritable plaisir. C'est Fabien. Fabien, c'est le patron de mon bar. Enfin, du bar-restaurant de mon quartier, le Brio. Celui dans lequel je suis en train d'écrire cet épisode. Il a la petite soixantaine. Avec sa femme Leïla, qui est aussi très forte en petites conversations, ils assurent la vie sociale de ce bout du 18e arrondissement à Paris. Fabien, il parle à tout le monde et il a un mot pour chaque personne qui entre. Dis-moi mon chaton, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Moi je veux bien un café noisette. Allez, on y va, soyons fous et je te refais un crème. Et la faune qui fréquente le Brio, elle est extrêmement diverse. Éboueurs le matin, gens qui bossent sur leur ordi dans la journée, familles au goûter, jeunes, vieux, habitués et gens de passage. Pour moi, Fabien pratique vraiment l'essence du small talk. Puisqu'il travaille, ses conversations sont courtes et elles sont hachées, puisqu'il doit aussi s'occuper d'autres gens. Il échange de fait des banalités. J'y suis allée un samedi matin à 9h. Il y avait déjà quelques habitués qui étaient ravis de me voir interviewer Fabien. Salut Fabien. Bonjour. On est au Brio, c'est ton bar, c'est aussi le mien, enfin je crois. Enfin c'est mon bar quoi, c'est là que je vais souvent. Et je voulais te parler du fait que tu parles tout le temps aux gens qui rentrent dans le bar. Je parle pas tout le temps, les gens me parlent et je suis bien obligé de répondre. Non mais l'autre jour tu me disais, oui en tout cas parler avec les gens, parler avec tout le monde, pour toi c'est aussi une manière de... C'est une thérapie, pas cher, alors, je gagne de l'argent au lieu de payer. Donc c'est pas mal et ça fait 18 ans maintenant que ça dure. L'idée, c'est on se lève, on traîne ses histoires, ses machins, ses soucis.
J'arrive derrière le comptoir et j'oublie complètement. Alors il y en a qui font de la méditation, d'autres, je sais pas, des exercices de concentration, ils cherchent le zen et tout. Moi j'ai trouvé. J'échange avec les gens et je m'oublie complètement. Donc séance merveilleuse le matin, je sors de là vers 11h, je vais prendre ma pause. En général, je fais une micro-sieste. Ça te fatigue pas? Ah non, ça va stimuler, au contraire. Servir des cafés, c'est une chose. Voir que les gens sont contents de la nourriture que tu leur prépares, c'est bien aussi. Mais l'échange, la plaisanterie, la convivialité, Non, c'est un plaisir sans égal d'échanger avec les gens. Votre généraliste vous remercie. Il me traite de demi-sel. Pourtant, quand il arrive, Fabien, il est comme tout le monde. Enfin, comme moi en tout cas. Il a franchement pas toujours envie. Et il n'y a pas des fautes à la flemme? J'ai toujours la flemme. J'ai souvent la flemme, je suis souvent de mauvaise humeur, mais comme je t'expliquais, j'arrive ici et je m'oublie à travers l'échange avec les gens. Même Fabien, qui maîtrise l'art du small talk à la perfection, a la flemme. Et pourtant, il le fait. Cette flemme qui nous est familière à tous, je pense, elle est partagée par un autre adepte du small talk. Léonard a 20 ans et il me dit que régulièrement, lui, il se force à parler aux gens dans le métro parce qu'il trouve ça trop triste de partager une grande ville sans jamais interagir avec ceux qui l'entourent. Alors il essaye d'entamer la conversation souvent avec des inconnus comme avec des amis d'amis. Et pourtant pour lui aussi, c'est moins facile que ça en a l'air. Ça vient pas tout seul. D'ailleurs, il a très longtemps cru qu'il n'aimait pas interagir avec des gens. Quand j'étais en 5e, 4e au collège, j'avais toujours l'impression d'être recroquevillé, d'être pas à l'aise. Et donc le collège, c'est cette période où t'as beaucoup de mecs qui sont plus brutasses et face à qui il faut s'imposer. Et il y avait une après-midi où j'aimais pas trop les gens avec qui on était, je me sentais pas à l'aise, j'ai parlé à personne et on est parti de ça à pied. Et je me rappelle très bien, on est sur un boulevard dans la ville dans laquelle on habite, en banlieue parisienne. Et là, elle me dit « Mais en fait, t'es pas du tout sociable, toi !» Et moi, j'avais jamais pensé, mais je me dis ça me rentre dans la tête, quoi. Je sais pas, je dis « Bah, je sais pas. » C'est pas forcément un truc que t'as envie qu'une amie te dise, mais ça te rentre dans la tête que tu le veuilles ou non, quoi. Et donc après, ça me rentre dans la tête, Et dans une idée de presque de j'ai envie d'accepter qui je suis, je me dis ouais, c'est vrai, ok, je suis pas sociable. Fabien aussi a cru toute son enfance qu'il avait rien d'intéressant à raconter et que parler aux gens, c'était pas fait pour lui. Quand j'étais petit, j'étais très introverti, j'étais hyper timide et j'avais l'impression que quand une phrase sortait de ma bouche, elle n'avait aucune portée. Au niveau du ton, au niveau du contenu, donc j'étais vachement replié sur moi-même. C'est ce que mon père m'a dit quand il est venu me voir travailler ici. Il m'a dit, mais quand je pense au gosse replié sur lui-même, qui parlait pas, timide et tout, et je pense qu'à travers ce métier aussi, j'ai pu me libérer de tout ça. Pourtant, aujourd'hui, l'un comme l'autre, et même les jours où ils n'ont pas envie, ils se forcent un peu à parler à des gens. Mais pourquoi ils font ça alors? Ça me semble plus clair avec cette histoire que m'a racontée Léonard. On est dimanche en avril, il fait pas très beau. Et je vois une éclaircie, donc je me dis tiens, j'en profite, je vais sortir de chez moi parce que je bosse sinon le dimanche et en plus je suis pas très efficace, donc je passe plus ma journée à procrastiner à mon bureau. Donc voilà, au lieu de rester dans une journée de la déprime, je me dis tiens, je vais sortir, profiter du beau temps pour aller acheter des fleurs et les déposer sur la tombe d'une amie à moi qui est décédée en février et qui s'appelait Marguerite. Et donc je sors de chez moi pour aller acheter des fleurs. J'arrive chez la fleuriste qui maintenant me connaît très bien. Je choisis 3 jolies fleurs oranges avec des pétales, des sortes de, je sais pas, on dirait des petites coupelles, des pétales très froissés, une sorte de mélange entre le coquelicot et une fleur qu'on ne connaît pas. Et donc elles me plaisent bien, j'en achète 3 parce que ça coûte un peu cher les fleurs quand même, donc je me fais pas des gros bouquets, je prends juste des jolies fleurs individuelles. Hop, je repars sur mon vélo et je les attache à l'arrière de mon porte-bagages. Je repars sur le trottoir parce que c'est une route en sens interdit. Et donc j'esquive un peu les passants, et là il y a une vieille dame qui me grommelle, qui m'aboie un peu dessus en me disant « Oh là là, les vélos !» Et en temps normal, je vais avoir tendance à pas faire attention à ça. Mais en même temps, je me dis aussi que j'ai pas envie qu'on croie que les vélos sont des gens incivilisés tout le temps, donc je lui réponds hyper gentiment, beaucoup plus cordialement que ce que je pourrais faire. Je dis « Pardon madame, je sors de chez la fleuristerie. » Je panique un petit peu, donc je dis fleuristerie alors qu'évidemment c'est fleuriste. Il y a un peu le temps qui s'arrête, quoi. Elle regarde mes fleurs, elle me regarde. Moi, j'avais freiné, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle m'interpelle. Et elle me dit oh, elles sont magnifiques, vos fleurs. C'est pour votre amoureuse ?
Je lui dis juste « Non, c'est pour une tombe ». Puis ça change rien, elle continue d'être émerveillée par les fleurs et elle me dit « Eh ben, ça doit être pour quelqu'un de très spécial et je me permets de vous dire que vous avez sûrement une âme d'artiste pour choisir des fleurs comme ça. » J'arrive pas à l'imiter parce qu'elle avait vraiment elle a une profondeur quand elle me dit ça. Elle me regarde avec, je sais pas. Mais juste ça me touche et je me dis, ça me refait à la fois ma journée et il y a comme ce truc de ces fleurs que j'achète pour mon ami, il y a quelque part, je crois pas en Dieu, mais tu vois, il y a quelque chose qui m'envoie un signe positif de la vie me sourit ce jour-là. Je crois qu'en écoutant Léonard, on comprend bien intuitivement ce qui le rend heureux dans ce très court moment. Si Léonard n'avait pas choisi l'option « je présente mes excuses », la vieille dame ne se serait pas déridée et ce moment de consolation n'aurait pas eu lieu. En une phrase, il a créé la possibilité d'une connexion. Léonard et la vieille dame ont aussi partagé en peu de mots des émotions assez fortes. Il parvient, sans en dire beaucoup, à lui parler d'un deuil récent et elle, sans s'appesantir, à le consoler. Mais j'aimerais bien avoir une idée un peu plus concrète de ce qui se passe pour lui quand il parle de son ami décédé à une femme âgée qu'il ne connaît pas. J'ai envoyé un mail à Robin Dunbar, c'est un célèbre anthropologue et biologiste anglais, chercheur à Oxford. Robin Dunbar, il a un nombre à son nom, c'est pas rien. 148, la mesure de la limite cognitive du nombre de personnes avec lesquelles un individu peut avoir des relations stables. Et surtout, il a beaucoup écrit sur l'amitié et la sociabilité. Je lui demande ce que c'est que cette joie ressentie par Léonard. Faire rire les gens, leur raconter une histoire triste, ça déclenche la production d'endorphines dans le cerveau. Les endorphines, c'est cette hormone sécrétée par le cerveau qui nous aide à gérer la douleur, à la contrôler. C'est une sorte de grosse aspirine, si vous voulez. Mais pas seulement. Chez les primates, c'est aussi le mécanisme qui permet de créer du lien. Si vous arrivez à provoquer la sécrétion d'endorphines chez l'autre, vous créez très directement un lien avec lui. Oui, Robin Dunbar a beaucoup étudié les primates et leur sociabilité, ça explique pourquoi il me parle de singes, tout d'un coup. En parlant tous les jours avec des gens qu'il appelle Mabel ou Chaton, Fabien crée aussi avec chacun des habitués une relation. Il me dit à quel point ça lui donne de l'énergie dans sa journée, même quand il est fatigué. Et pour ça aussi, Robin Dunbar a une explication. L'endorphine, ça détend, ça apporte du calme et de la paix. Ça rend heureux et confiant. Et ça vient avec la dopamine. Les circuits de l'endorphine et de la dopamine fonctionnent ensemble. Et la dopamine, c'est ce qui vous donne cette euphorie dont vous parlez, cette petite excitation. Parler avec des gens, rire avec eux, leur raconter des trucs tristes qui provoquent chez vous de l'empathie, ça déclenche tout ça. Danser et chanter ont exactement les mêmes effets. Et le bénéfice va encore plus loin, puisque le biologiste Robin Dunbar me dit qu'à 77 ans et qu'après des années d'études sur nos sociabilités, il peut affirmer qu'une conversation de 5 minutes a des conséquences sur notre santé. Ça embellit votre journée et a un effet sur votre santé. Votre état psychologique a une influence sur votre système immunitaire. Si vous êtes déprimé, votre système immunitaire est déprimé. Si vous êtes heureux, les endorphines boostent votre système immunitaire. Les bénéfices pour la santé sont réels. Et tout ça grâce à une conversation de seulement 5 minutes. Pour Fabien comme pour Léonard, les bénéfices qu'il tire de ces conversations avec des habitués ou des inconnus sont indéniables. Mais bon, le nombre de trucs qu'on sait être bon pour notre morale, bon pour notre santé et qu'on fait pas pour autant, au hasard des squats ou des heures de piscine, me donne envie de comprendre comment ils font, eux qui pensaient tous les deux être très timides et pas sociables. Et en fait, ils ont des stratégies bien rodées. On en parle dans quelques instants. Fabien comme Léonard ont changé de perspective sur les autres quand ils se sont sentis un peu plus à leur place. Pour Fabien, c'est son métier qui a fait le déclic. J'ai découvert un peu ce métier par hasard et curieusement, alors que c'est un métier où il y a beaucoup de contraintes horaires, c'est physique, quand vous travaillez comme garçon de café sur les grandes terrasses, t'avales les kilomètres. Dès que j'ai démarré, parce que je démarrais vraiment au bas de l'échelle, je me suis tout de suite senti libre.
J'avais une impression de liberté, alors que il y a quand même plein de contraintes. J'avais un uniforme, j'avais un plateau, je devais rester 12 heures debout. Et ben, je me sentais libre. J'ai aimé tout de suite ce métier. Déjà pour la communication. Échanger avec les gens. Même, on peut échanger même avec un simple café. La personne qui vient plusieurs fois de suite, vous vous rappelez de ces petites manies, le verre d'eau fraîche, le petit verre de glaçon, la sucrète, des choses comme ça. Et ils apprécient que vous vous souveniez. Voilà. Au final, il n'a pas vraiment eu le choix de parler aux gens et ça a visiblement débloqué quelque chose. Tandis que Léonard, lui, il est plus à l'aise maintenant qu'il est raccord avec lui-même. C'est aussi au fil du temps, troisième, j'ai commencé à accepter qui j'étais, je me suis rendu compte que j'étais homosexuel et je l'ai dit aux gens. Et à partir du moment où tu acceptes aussi profondément qui t'es, c'est plus simple de s'affirmer. Surtout quand Tom, qui correspond pas aux critères de virilité, quoi. Une fois que tu dis, en fait, ouais, je suis pas viril, mais je suis pédé. Et en fait, j'encourage aussi les mecs qui sont pas virils, mais pas pédés à l'assumer. Bonne chance à eux, je pense que c'est plus difficile. Mais à partir du moment où tu as ce truc de... En fait, j'ai pas besoin de coller à ce que vous attendez de moi que je suis et je vais être ce que j'ai envie d'être et je vous emmerde, mais avec plein d'amour. Eh ben, tu peux être un peu qui tu veux et c'est hyper libérateur. Et du coup, tu parles aux gens et tu t'en fous, quoi, parce que les gens, ils attendent plus trop de toi que tu sois quelque chose. Quand Léonard m'a dit ça, j'ai tout de suite tilté sur ce message que Martin, mon ancien coloc qui déteste le small talk, m'a écrit quand il a su que ce serait mon prochain sujet. En plus de son vocal que vous avez entendu tout à l'heure, mot pour mot, il m'a écrit « Le small talk, c'est pour ceux qui savent ce qu'on attend d'eux ou de soi, qui sont à l'aise. Pour moi, c'est l'angoisse ultime. » Léonard, il s'est libéré de cette question en arrêtant d'essayer de correspondre à quelque chose qu'il n'était pas. Plus de rôle à jouer pour Léonard et au contraire un rôle sur mesure pour Fabien, qui est dans la peau d'un serveur ou d'un patron de bar, avec une partition qui est quelque part déjà un peu écrite. Cette question, pour tous les deux, est un peu résolue. Mais au-delà de ça, d'avoir trouvé leur zone de confort, Léonard et Fabien ont tous les deux des stratégies. Léonard, par exemple, et en dépit des apparences, il imagine la plupart de ses conversations en avance. Même les small talk, il les anticipe dans sa tête. Tu mets en place des stratégies. Ouais, c'est ma manière d'être au monde, je pense. De prévoir ce qui va se passer, pas dans un truc anxiogène, mais je pense que c'est comme ça que j'ai fait depuis le début, quoi. Quand, je sais pas, je pense tout le temps à ce qui va se passer, j'imagine un peu, et ça peut avoir des côtés négatifs, mais ça permet aussi d'anticiper les malaises. Mais du coup, un moment où tu n'anticipes pas, c'est par exemple quand tu parles à des gens dans la rue, parce que tu peux pas trop anticiper. Ah, je trouve que ça dépend. Par exemple, dans les transports en commun, je l'anticipe dans le sens où je vois la personne et je me dis « Ah tiens, il y a un truc qui m'intrigue, il y a cette vieille dame qui a une écharpe trop belle. » C'est pas... Je me dis qu'elle a une écharpe belle, je le dis. Il y a un peu ce temps de réflexion. Et puis après, ça vient toujours au moment où je me dis « Allez, tu vas regretter, dis-le. » Et là, ça lance le small talk. Et donc, toi, dans les métros, tu vas dire à une vieille dame « J'adore votre écharpe Paname. » Ouais, complètement. Et ça fait que ce trajet en métro où il est 7h30 et tu vas en cours comme tous les jours, il est un peu différent des autres. Léonard a l'air super spontané, mais en fait, il se prépare à l'avance. Quant à Fabien, il suffit de passer quelques temps au brio son bar pour se rendre compte qu'il a une technique imparable. En vrai, t'as des phrases d'accroche et t'as des phrases cultes. Ouais, complètement. D'ailleurs, c'est un peu redondant. Du style, le gars qui va aux toilettes, qui me dit pas bonjour, il va directement vers les toilettes. En général, quand je le vois se pointer, donc je lui dis attention au chien, monsieur. Bon, premier regard d'étonnement. S'il est réveillé, parce que parfois il réagit même pas. Et après, je dis Rex, mords pas le monsieur, parce que je l'ai pas encore nourri. Il y en a qui sont angoissés après ça, d'autres qui rigolent, d'autres qui n'ont rien compris aussi. Mais je te vois faire, moi. Et il y a Savache aussi. Ah, Savache, ouais. Alors ça, c'est un club très fermé, le club des Savaches. Ceux qui savent, quand je leur dis Savache, ils répondent me. Voilà, il y a. Ah oui, donc tu redis pas me. Oui, il y a les impôts au bout de la rue. Il y a un chef de service des impôts, il a pigé tout de suite. Je sais pas pourquoi. En plus des surnoms affectueux qu'il donne aux habitués, Fabien a des phrases toutes faites qui ne lui demandent pas vraiment de réflexion. Elles lui permettent de se chauffer un peu la voix et de jauger la personne en face aussi, de voir si elle est réceptive ou pas. Moi, je fais la même chose en interview. Je prévois toujours mes questions du début, qui sont des questions pour se mettre dans le bain. Par exemple, si je vais chez quelqu'un, je vais toujours lui parler de son appart ou de son quartier pour créer de la proximité. Pour avoir vu faire Fabien, c'est presque de l'ordre du réflexe ou de la salutation réglementée.
La salutation, en fait, c'est une marque de reconnaissance. Ça veut dire « je sais que t'es là, je reconnais ta présence, tu existes ». Fabien parle d'ailleurs de rituels. On a des rituels le matin, en fait. Il y a aussi un autre club dont je t'ai pas parlé, il y a le club des amateurs de miel. Ah, bien sûr, les gens te ramènent du miel du monde entier. Voilà, moi je suis un malade de miel, donc je le dis à mes clients et du coup, souvent, ils reviennent de leur voyage, de leur périple, et ils me ramènent du miel. Donc ça aussi, c'est un excellent médiateur pour discuter, pour échanger. En fait, Fabien a mis en place des sortes de starter pack de la conversation. Il n'a pas à réfléchir à comment il les lance ou à se poser la question 1000 ans de ce qu'il pourrait bien dire. Cette stratégie me fait penser à la théorie de Robin Dunbar qui dit qu'au fond, le small talk, c'est le rite qu'ont inventé les humains pour faire de l'épouillage, comme les singes, mais plus efficacement. L'épouillage, vous savez, c'est quand les singes cherchent des poux et autres bêtes chez l'autre dans une séance qui peut prendre un peu de temps. Selon les éthologues, l'épouillage sert à renforcer les liens sociaux et à éviter les conflits. Et ne fait-on pas autre chose quand on parle 8 minutes de météo avec ce voisin un peu pénible, président de la copro ? J'ai demandé à Robin Dunbar de me préciser sa pensée. C'est vraiment une forme d'épouillage, débarrasser de la contrainte de devoir toucher l'autre personne. Ce qui est pratique, puisque ça permet d'épouiller plusieurs personnes en même temps, ce qui est impossible chez les primates. Le truc avec le small talk, c'est que le contenu de la conversation n'a pas d'importance. Ce n'est pas ce qui compte. Quand je fais ça, ce que je fais vraiment, c'est dire « Hey, je préfère parler d'absolument rien avec toi que de faire autre chose ou de parler à quelqu'un d'autre. » C'est une sorte de déclaration d'engagement. Tu m'intéresses assez pour que je perde mon temps avec toi, alors que je pourrais être en train de faire quelque chose d'autre. Le contenu de la conversation est beaucoup moins important que le fait que vous soyez là avec l'autre personne. Voilà qui répond à David Castello-Lopez qui nous disait au début « on s'en fout de ce qu'on dit quand on fait du small talk ». Et c'est vrai en fait. Quand on écoute Robin Dunbar, littéralement, on s'en fout un petit peu de ce qu'on dit. C'est pas ça l'intérêt du small talk. David Castello-Lopez parlait aussi de lubrifiant social. Mais on peut peut-être aller plus loin en disant que ce sont des formes de reconnaissance de l'existence de l'autre. Une déclaration d'engagement, dit Robin Dunbar. Un truc qui dit « tu es là, je te vois et je vais prendre le temps de dire des banalités avec toi ». Sur ce sujet, Alexandre Geffen m'aide à préciser encore un peu plus les choses. Alexandre Geffen, il est chercheur en littérature et en histoire des idées. En 2020, il a co-dirigé avec Sandra Laugier un ouvrage pluridisciplinaire, Le pouvoir des liens faibles. Et dedans, il s'interroge sur ce que sont les liens faibles, ce qui nous lie à ceux qui ne font pas partie de nos cercles directs à l'heure du numérique. Les sociétés, en particulier les sociétés urbaines, sont des sociétés de la déconstruction des liens. Et je crois que c'est quelque chose qui est très compliqué pour l'individu d'être sans lien. Donc on prend des chiens, on parle à ses plantes vertes, on lit des romans. Donc on a ce besoin de relations qui tiennent au fait que nous sommes des animaux sociaux. Et animaux sociaux, ça veut dire animaux narratifs, parce qu'une société, c'est des gens qui se racontent des histoires et qui partagent des histoires. Quand on parle de météo, on est déjà dans une forme de narration ? Oui, parce qu'il est rare, en fait, qu'on parle de météo simplement pour dire qu'il va pleuvoir, mais en général, on dit ça va impacter ma vie. Je vais dire, je voulais aller au jardin avec mon fils, je ne vais pas pouvoir y aller, ou ça fait remonter les rhumatismes. Donc, c'est en fait moins le temps qui compte, en fait, que la manière dont on s'insère dans du commun. Et au fond, le temps, c'est ce qui est partagé. Ce que vous avez de commun avec moi, Marie, au minimum, c'est que nous avons la même météo. La conversation sur la météo n'est qu'une manière de trouver un espace commun, de se raconter qu'on vit la même chose au même moment. Cette histoire de météo, ça me fait penser que moi, à la base, je défends le small talk parce que je trouve que c'est une conversation reposante. Les premières conversations météo que j'ai vraiment aimées, c'était après avoir accouché. Juste après le premier confinement, j'avais le cerveau vide, j'étais épuisée, j'avais plus du tout l'habitude de discuter. Par contre, j'avais très envie d'être avec des gens sans que ça me demande trop d'efforts non plus. J'étais chez ma belle-mère, sa sœur passait régulièrement, on parlait beaucoup de météo et de moustiques autour d'une table dans un jardin ensoleillé. Franchement, un vrai bonheur. Précisément ce que décrit Robin Dunbar, ce qui comptait, à ce moment-là pour moi, c'était d'être avec des gens. Je fais part de cette intuition à Alexandre Geffen.
le chercheur qui a étudié les liens faibles. Je lui dis, moi au fond, j'aime bien le small talk parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'engagement, parce qu'on n'a pas toujours envie d'avoir des relations intenses. Vous avez tout à fait raison, parce que nous sommes dans une société du storytelling. On est obligé d'être intéressant à un dîner social pour être considéré. On est obligé de raconter une histoire intéressante lorsqu'on veut trouver un job. On est obligé de raconter une histoire intéressante lorsqu'on rencontre quelqu'un sur Tinder. On est obligé de raconter une histoire intéressante, je sais pas, de sa vie quand on la transmet à ses enfants. Ça, c'est un poids. Pouvoir avoir des conversations libérées de la contrainte de devoir être intéressant, d'avoir un truc drôle à raconter absolument, c'est assez libérateur. Mais ça fonctionne pas toujours avec l'ami d'amis ou le collègue ou pire, en rendez-vous professionnel. Parce que là, l'image de ce qu'on renvoie, notre réputation au sens large, est en jeu. Léonard, le jeune homme qui parle aux gens dans le métro, ne s'y trompe pas. Et il fait bien la différence entre deux types de small talk. C'est beaucoup moins pire du small talk avec un inconnu que du small talk avec quelqu'un que tu connais un petit peu. Parce que là, t'as à la fois rien à te dire et à la fois une image à préserver parce que cette personne, tu vas peut-être la revoir le lendemain, le truc. Et ça, c'est un peu gênant. Alors qu'avec un inconnu, tu pars de rien, tu sais rien, et donc tu peux que découvrir quelque chose, ou alors tu te rends compte qu'il n'y a rien à se dire et t'arrêtes de parler, puis voilà quoi. En fait, la conversation, me dit Robin Dunbar, c'est comme tout. C'est une histoire d'entraînement. C'est un muscle à solliciter régulièrement. C'est une compétence, c'est sûr et certain. Et qui dit compétence, dit entraînement. C'est comme devenir journaliste ou écrivain. Le meilleur moyen pour y arriver, c'est d'écrire un petit peu tous les jours. Et puis, des fois, ça vient naturellement. Au début, on peut être un peu nul, mais plus on pratique, meilleur on est. J'affirme que pour nos compétences sociales, et le small talk en particulier, c'est la même chose. Si on ne pratique pas en face à face avec quelqu'un, on ne peut pas vraiment le faire en ligne parce que beaucoup de nos interactions dépendent de ce que nos visages, nos yeux renvoient et de ce qu'on interprète. Ces allers-retours sont très très rapides. Quand on est face à face, on vérifie en permanence que la personne en face est toujours en train de nous écouter, semble toujours intéressée. Et donc, on peut aussi tester ses compétences sur des inconnus qu'on ne reverra jamais de sa vie. Et ça a un intérêt supplémentaire. C'est que parfois, le small talk se transforme alors en autre chose, de plus profond. J'ai rencontré Pauline à la terrasse d'un café. Elle venait m'y raconter sa conversation avec une inconnue qu'elle a eue dans un train. La conversation avec cette femme a commencé sur le sujet le plus partagé du monde après la météo, les transports en commun et en l'occurrence, le retard d'un train. Et là commence forcément plein de personnes qui râlent, qui soufflent, et je prends un peu de distance sur tout ce qui se passe. Et mon regard tombe sur une personne, une jeune femme, qui, pareil, a l'air un peu amusée de la situation. Donc pour le moment, on s'échange juste des regards, de se dire « attendons de voir ce qui se passe ». Et puis finalement, les annonces n'arrivaient pas, les gens continuent à râler, donc un peu par solidarité, on a commencé à plaisanter ensemble sur les personnes qui râlent, et puis finalement à être même un peu plus pragmatique, à se dire comment on fait pour rentrer chez nous. Donc nous voilà partis à essayer de trouver une solution, et la solution se présente, on se retrouve sur le quai finalement toutes les deux, et on fait connaissance. Pauline et la femme qu'elle vient de rencontrer décident de passer par Marseille pour attraper un TGV. Elles auraient pu s'y quitter, mais non, elles demandent au contrôleur si elles peuvent monter dans le même wagon. Et donc on se retrouve dans ce wagon. Et là, je pense qu'on a basculé sur une autre thématique de nos échanges. Peut-être que c'était la configuration qui le favorisait, mais on est allé sur des choses bien plus personnelles, en fait. Je sais pas, le Marseille-Paris, c'est quoi? C'est 3 heures, ouais. Et non-stop de conversation sur des sujets très intimes, sur notre rapport à nos mamans. Elle m'a parlé de choix de vie, de son intimité aussi. Et en fait, plus on se parlait, plus on se surprenait l'une et l'autre de se confier des choses. Et on se l'est dit, je pense, peut-être à 1 heure d'arriver à Paris, en se disant... ça, je l'ai jamais confié à qui que ce soit, même pas à ma mère, même pas à mes sœurs, mes amis.
Et donc on a eu l'envie, déjà on a trouvé que c'était trop court finalement, on avait encore beaucoup de choses à se dire, et puis on a eu l'envie de se revoir à Paris, donc on s'est échangé nos numéros. Ce qui est arrivé à Pauline dans ce train, partir d'une conversation banale pour rentrer dans l'intime, plus vite qu'on le ferait avec un psy ou un ami de longue date, c'est aussi, selon Alexandre Geffen, justement parce qu'on est un petit peu plus libre de nos mots quand ils n'engagent pas notre réputation ou nos relations avec notre cercle direct. Souvent, ce qui est très fascinant dans ces moments-là, c'est qu'on dit beaucoup plus de choses. On est beaucoup plus libre parce que votre récit ne va pas vous engager. On a cette capacité à pouvoir dire des choses parfois très très essentielles, très très importantes à des inconnus, avec une légèreté qui est quelque chose qui devient rare. C'est comme les gens qui se confient à un chauffeur ou une chauffeuse de taxi. Le point de départ, c'est quand même toujours du small talk, parce qu'on ne se présente pas aux inconnus en parlant de ses rapports compliqués avec sa mère. Mais ça n'empêche pas du tout d'aller beaucoup plus loin. Je pense qu'en plus, ça rajoute une joie supplémentaire à celle qu'évoquait Robin Dunbar autour des circuits de sécrétion d'endorphine et de dopamine. Parce que la joie qu'on a de parler à des inconnus tient aussi pas mal à cette part d'inattendu qui s'invite dans des vies où on est par ailleurs beaucoup dans le contrôle de nos récits et de nos images. C'est ce que m'aide à comprendre Alexandre Geffen. Oui, en fait, on a besoin de hasard, on a besoin de liberté. On est dans des sociétés quand même d'optimisation de soi, d'optimisation des performances, des stratégies, dans un truc d'hyper-contrôle. Et effectivement, on manque sans doute de ce qu'on appelle la sérendipité, le fait de trouver quelque chose en cherchant autre chose. C'est le problème des algorithmes, c'est qu'ils sont extraordinairement efficaces pour nous faire trouver ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'il faut être encore sûr de savoir ce qu'on veut. Et peut-être, en réalité, un des grands bonheurs, c'est quand les choses se dérèglent un tout petit peu. C'est pour ça qu'on a besoin de chaos, c'est pour ça qu'on a besoin de hasard, peut-être pour retrouver des forces là où on ne les attend pas, puisqu'à force de creuser le même fil, la même thématique, d'écouter de la musique optimisée algorithmiquement, de rencontrer des gens algorithmiquement compatibles, de discuter avec des gens poétiquement algorithmiquement compatibles, on va s'ennuyer un tout petit peu quand même. Dans un article du site américain The Vox, paru en juin 2023 et intitulé « De combien d'interactions sociales a-t-on vraiment besoin ?», l'autrice Ali Volpe s'intéresse à ce qu'on a commencé à appeler l'épidémie de solitude. Le fait qu'un Américain sur deux soit considéré comme isolé, par exemple. En France, c'est 24% des Français qui seraient confrontés à la solitude de manière régulière ou quotidienne, selon la Fondation de France, dans un rapport très récent qui date de janvier 2025. Ali Volpe, elle y cite une recherche menée à la Harvard Business School en 2022 qui concluait que notre bien-être dépendait moins de la qualité de nos interactions sociales que de leur diversité, de leur pluralité. C'est-à-dire qu'on a autant besoin de parler de météo avec son voisin que de circulation sur la rocade extérieure avec un collègue, que de la conversation très dense et profonde avec cet ami de longue date. Et peu importe si, comme pour Pauline, qui a eu un coup de foudre amical dans un train, la relation ne perdure pas. Cette rencontre n'est restée que dans le train, puisque finalement on ne s'est jamais revus. On a dû s'envoyer un message un peu comme c'était super chouette, comme une histoire sans lendemain, quoi. Et voilà, et cette histoire est restée dans le train, mais c'est vrai que je pense régulièrement à elle en me disant à aucun autre moment, je pense que nos chemins se seraient croisés. Et cette conversation, ça reste un moment privilégié et sans enjeu, et aussi une excellente histoire à raconter pour une future rencontre dans un train en retard. Ce que je retiens de tout ça, et de l'épisode précédent aussi d'ailleurs, c'est qu'il ne suffit pas de grand-chose pour créer des relations avec des gens. Qu'elles soient éphémères ou pas, on s'en fiche, quoi qu'il arrive, ça nous fait du bien. Et d'ailleurs, ça fait aussi du bien aux autres. La prochaine fois que vous avez envie de dire un truc à quelqu'un, si vous trouvez son chien trop mignon ou son manteau très beau, n'hésitez pas, ça ne peut pas mal se passer. Et par ailleurs, Robin Dunbar a un message pour Léonard, pour Fabien et pour la dame au boudin, ceux qui n'hésitent jamais à initier des conversations, même futiles, avec des inconnus. Vous faites du monde un endroit plus heureux quand vous faites ça. Le fait de parler à des inconnus, ça a un effet positif sur eux, ça les rend plus heureux. Je vous félicite des efforts que vous faites pour un peu plus de paix dans le monde. Parce que si on faisait tous ça, c'est sûrement l'effet que ça aurait. Bon, la paix dans le monde, c'est peut-être pas pour tout de suite. Mais il faut bien commencer quelque part.
Je suis Marie Misset et vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore est de Guillaume Giraud. Elsa Berthaud est en charge de la production. Et si vous voulez nous parler de météo, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Et sinon, abonnez-vous à Émotion sur votre appli préférée. À dans 2 semaines.